Papa. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à cette conférence Midi Giant. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Dr Monger, Philippe Monger. Philippe est vétérinaire de formation et a débuté sa carrière en clinique mixte avant de rejoindre l'INRAE, où il mène depuis une brillante trajectoire de recherche. Il est spécialiste en endocrinologie moléculaire, en fertilité femelle et en évolution des espèces à travers l'analyse de leur génome, autrement dit la phylogénomique. Il conjugue une double expertise, à la fois médicale et fondamentale. Il est docteur en vétérinaire, docteur en physiologie de la reproduction, directeur des recherches à l'INRAE, Centre Val-de-Loire, et partage également son savoir-faire et son savoir en tant que professeur de l'école polytechnique et, à Palaiseau et également à l'école normale supérieure de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et impatients de découvrir sa présentation qui s'intitule « L'animal d'élevage de demain, quelles sont ses limites ?» Merci. Merci beaucoup. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup pour l'invitation, reliée surtout avec François Parcy ici présent. Et merci aux organisatrices de m'avoir permis de venir vous parler de cette question, qui est une question très présente, qui est issue d'une vingtaine d'années de réflexion, en particulier en tant que directeur d'un groupement d'intérêt scientifique entre l'INRAE et des partenaires privés en élevage de ruminants, porcins, équins, espèces avicoles, aquacoles, etc., pour qu'au début des années 2000, nous puissions irriguer les élevages grâce avec tous les outils modernes de génomique pour faire en particulier la sélection. Bien. La question de l'animal d'élevage de demain, excusez-moi, elle est liée en particulier au fait que nous vivons dans un pays, dans une communauté où le lien avec les animaux d'élevage se fait souvent à travers, alors pour les espèces porcines et avicoles, à travers un papier cellophane. Les seuls animaux d'élevage que l'on voit, ce sont les bovins, laitiers et allaitants, et les moutons. C'est quasiment tout. Un petit peu de volaille, mais c'est quasiment tout. C'est les espèces animales que l'on touche, avec lesquelles on vit, ce sont les animaux domestiques, chiens, chats, chevaux, lapins, etc., etc. Mais les animaux d'élevage, on ne les voit plus. Et on est dans un contexte d'urbanisation de plus en plus importante et de distanciation de plus en plus forte avec ces animaux d'élevage. Et l'autre contexte, c'est que la sélection animale a permis des progrès absolument considérables, en termes de vitesse de croissance. Ici, vous avez des carcasses d'âge grandissant de volailles de chair en 1957, et puis presque 40 ans plus tard, c'est le même âge. Hein. Et c'est la sélection génétique qui a permis d'augmenter très très fortement ses performances. Et vous connaissez tous ces photos de Yann Arthus Bertrand avec des bovins. Alors là, c'est un bovin culard. Moi, je suis le premier à aller au salon d'agriculture, à prendre ça en photo, à envoyer ça à mes enfants en disant « devinez où je suis », parce que voilà, c'est assez fascinant, mais ça interroge énormément.
Donc les limites peuvent être l'animal d'élevage de demain avec ses limites biologiques, les pratiques d'élevage, sanitaires, économiques, éthiques et sociétales. Les limites biologiques. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques fonctions biologiques absolument fondamentales qui sont mutuellement exclusives. En particulier, les chercheurs et les sélectionneurs ont toujours voulu sélectionner pour une meilleure efficacité alimentaire. En gros, des animaux qui mangent le moins possible et qui produisent le plus possible. Des œufs, du lait, de la viande. Sauf qu'en sélectionnant cette efficacité alimentaire, on contre-sélectionne la résistance immunitaire. Autrement dit, les animaux qui ont une mauvaise efficacité alimentaire, dont on pensait qu'ils gaspillaient entre guillemets la nourriture qu'on leur donnait, eh bien, ils ne la gaspillaient pas, ils la mettaient dans la résistance immunitaire. Autre exemple, le métabolisme et la reproduction. Là, c'est une diapositive un petit peu scientifique, mais je vais la résumer en 30 secondes. C'est ce qui se passe dans l'hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, c'est une zone du cerveau à la base du troisième ventricule. Donc, c'est grand comme ça chez l'homme. Chez la brebis, pareil. Chez la vache, c'est un peu plus grand. Chez la souris, c'est beaucoup plus petit, etc., etc. Eh bien, quand vous mangez pas, quand vous n'avez pas mangé pendant 24 heures, votre température corporelle baisse un peu, 37 à 36. Mais pas énormément. Et vous avez faim. Et pendant ce temps-là, vos caractères de reproduction, c'est-à-dire la pompe à GnRH, qui est une neurohormone hypothalamique qui va taper l'imminence médiane pour stimuler la sécrétion de FSH-LH, cette pompe à GnRH et à kisspeptine est abaissée. Autrement dit, quand vous n'avez pas mangé pendant 24 heures, vous avez très faim, vous avez un peu froid, vous cherchez à manger et pas vous reproduire. Et tout ça, c'est dû à un jeu de neuropeptides dont je ne vais pas détailler les éléments, mais qui sont antinomiques les uns par rapport aux autres. Autrement dit, vous ne pouvez pas tout faire, avoir faim, vous reproduire, produire de la viande, produire du lait, produire des œufs. Impossible. Ça, c'est un trade-off neuroendocrinien. Autre exemple, la production laitière et la résistance aux mammites. Il y a une corrélation hyper positive, hyper significative entre la production laitière et les mammites. Vous ne pouvez pas augmenter indéfiniment la production laitière chez la vache, chez la brebis, chez la chèvre, sans augmenter les mammites. J'ai quitté l'école vétérinaire en 1987. La moyenne des vaches laitières hautes productrices était à 7 tonnes, 7000 litres de lait. Une vache de 700 kg produit 7 tonnes de lait. Maintenant, on en est à 12 000 tonnes, 40 ans plus tard, quasiment. Quasiment 4. Donc la production est absolument énorme. Or, qui dit augmentation de la production laitière, dit mammites. Le coût économique des mammites en France, c'est entre 700 millions et 1 milliard d'euros par an. C'est un problème majeur pour les éleveurs, majeur. Il y a dans les tanks de lait pour chaque élevage des mesures qui sont faites par le contrôle laitier toutes les semaines ou toutes les 3 semaines pour vérifier si le nombre de cellules, c'est-à-dire qui signent une inflammation de la mamelle, si le nombre de cellules n'est pas un tout petit peu augmenté. Si c'est un tout petit peu augmenté, le contrôle laitier téléphone à l'éleveur en disant mollo avec les concentrés, diminue la ration et tu vas peut-être moins risquer d'avoir des mammites dans ton élevage. Et je rappelle qu'une mammite, c'est moins de production laitière après, pendant ce temps-là, et c'est très douloureux pour la vache et pour la brebis. Et j'ai un exemple. Alors, excusez-moi, c'est une diapositive un petit peu précise, mais qui vous montre que une mutation, vous savez qu'il y a 3 milliards de paires de bases dans le génome, notre génome, plus ou moins la même chose chez la brebis ou chez la vache. Là, c'est une mutation d'une base parmi les 3 milliards chez la brebis, qui est responsable du fait qu'un frein à l'action de l'hormone de croissance et à l'action des interleukines, un frein ne marche plus. C'est une perte de fonction totale. Je ne vous détaille pas les détails moléculaires, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine. Mais une mutation, une levée du frein à l'action de l'hormone de croissance, ce qui fait que les brebis sont 15% plus hautes, plus grandes, produisent 15% de plus de lait, et ont une vingtaine de pourcents de risque de plus de développer des mammites. Parce que le système immunitaire est hyper développé, hyper puissant. La moindre bactérie qui rentre dans une mamelle, ça s'enflamme. Voilà. Ça, à ma connaissance, c'est le seul trade-off, le seul compromis moléculaire avec une base, un choix. On verra après, au niveau éthique, ce qu'on en fait de ça.
Autre chose au niveau consanguinité. Vous savez tous qu'on a 2 paires de chromosomes. Papa, maman. Et pour chacun des locus, pour chacune des 3 milliards de paires de bases, on est soit plus, papa, maman, plus, les mêmes, soit moins, papa, maman, les mêmes, soit moins. Papa, maman, pas les mêmes. Plus, c'est homozygote, moins, c'est homozygote, plus, c'est hétérozygote. Ça, c'est la base de la génétique mendélienne. Alors, sans détailler les choses, à partir du moment où les animaux sont plus homozygotes qu'on ne le pourrait penser, en particulier les bovins laitiers, actuellement encore, les vaches laitières Holstein dans les champs sont encore des cousines issues de germains. Il y a un taux de consanguinité qui n'est pas du tout négligeable, parce qu'elles ont les mêmes grands-pères ou arrière-grands-pères. Et juste regardez cette diapositive, ça c'est la génétique de demain, ça, animale. Vous avez dans 3 races laitières, Holstein, Montbéliarde, Normande, le pourcentage attendu d'homozygotes, soit plus, soit moins. Et le nombre observé d'homozygotes, ici. Ça veut dire qu'il y a un appauvrissement d'un des 2 types d'homozygotie. Le taux normal, c'est 25, 50. On attend 49% d'homozygotes, là où l'autre, on a 0%, 18%, on a 0%, etc. En faisant des stats, on se rend compte que c'est très hautement significatif. Donc, les croisements ont fait bouger les lignes de la génétique. Et ça, c'est une thèse d'université à laquelle j'ai assisté. Ça, c'est la génétique de demain. Les généticiens en bovins manipulent des bases de données avec des millions et des millions de vaches. 1 million de vaches fois 3 milliards de paires de bases. On en est exactement là. Autre considération, il y a des maladies génétiques en médecine humaine qui sont très fréquentes. Mucoviscidose, drépanocytose. Eh bien, ces maladies génétiques protègent, raison pour laquelle elles sont fréquentes, c'est pas réduit, elles ont protégé ou elles protègent contre des pathologies chez les hétérozygotes. Pourquoi il y a autant de paludisme? Pourquoi il y a autant de drépanocytose et donc d'allèles morbides de l'hémoglobine entre les tropiques, ici et ici? C'est parce que les hétérozygotes sont protégés contre le paludisme. C'est qu'on constate. Pour la mucoviscidose, les hétérozygotes, il y a énormément de mucoviscidose en France, les hétérozygotes ont été protégés contre le choléra, qui a ravagé des dizaines de millions de personnes au Moyen-Âge et pendant l'Antiquité grecque. Et puis il y a une autre maladie génétique dont j'ai oublié le nom, qui a protégé contre la peste. Raison pour laquelle il y a certaines maladies génétiques qui sont vraiment fréquentes. Eh bien, c'est pareil pour les animaux domestiques. Vous avez des gènes BMP15, GDF9, les hétérozygotes sont hyper prolifiques, les homozygotes sont stériles. Le gène, un allèle RNase machin chouette, les hétérozygotes produisent plus de lait, les homozygotes meurent à l'état embryonnaire. Donc ce sont des limites, ça, hein, biologiques. Et puis un variant chez le porc qui donne beaucoup de viande chez les hétérozygotes et les homozygotes souffrent de stress thermique. Alors, dans ces contextes-là, les objectifs de sélection ont changé. On ne sélectionne plus autant sur le rendement, la croissance, le lait, etc., plus sur les aptitudes à la reproduction, qualité des produits, et maintenant, beaucoup plus sur ces caractères-là. Beaucoup plus. Il y a des caractéristiques d'animaux d'élevage qui sont la production, l'efficacité alimentaire, un petit peu en antinomie avec immunité, santé, adaptation, reproduction, bien-être. Reproduction, efficacité alimentaire, ici c'est immunitaire, etc., etc. Et au milieu de tout ça, il y a un facteur qui est critique, absolument critique, il y a des modèles animaux là-dessus, hein, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone du stress chronique, sécrétée par la glande surrénale, comme l'adrénaline d'ailleurs, hein, stress aigu, sécrétée par la surrénale. La surrénale, c'est une glande qui est grande comme ça chez l'homme. Et ça, c'est un carrefour biologique de fonctions antinomiques. Il y a des travaux là-dessus. Hein. Alors, je n'ai pas le temps de vous dire rapidement vous dire que le clonage, les animaux clonés ne sont pas l'avenir de l'élevage pour 2 raisons. La première, c'est que ça coûte très très cher. Deuxième, on produit exactement les mêmes animaux. Or, maintenant, avec la sélection génomique,
on produit beaucoup plus efficacement et pour un coût de 20 € par vache, des animaux meilleurs et avec une meilleure diversité génétique. Et les OGM, là il faut en dire plein de trucs, mais il y a très peu de caractères d'élevage intéressants qui sont liés à un seul locus. Tout est polygénique, la plupart des choses sont polygéniques. Donc, et on ne sait pas quel gène modifier pour augmenter la production laitière sans altérer la production, etc. Parce que les interactions antinomiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les pratiques d'élevage. Pratiques d'élevage. Évidemment, on préfère éminemment élever nos animaux comme ça que comme ça, pour les raisons évidentes. On préfère élever les porcs, ceux, comme ça que comme ça, pour les mêmes raisons. Et là, quand vous regardez une Salers ici, elle a des cornes. La plupart des bovins Holstein, charolaises comme ici, sont écornés à la naissance. C'est extrêmement douloureux. Ça, c'est une pratique d'élevage qui est... Voilà. Bref. Les limites sanitaires. Là, je vais vous mettre les mêmes diapos. Va maîtriser la coccidiose, c'est un parasite intestinal. Va maîtriser l'arrivée de la grippe aviaire avec des animaux, des oiseaux sauvages. C'est impossible. Et là, va maîtriser le ténia, ver solitaire, va maîtriser la trichinose. Alors le ténia, c'est pas mortel. Trichinose, c'est mortel pour l'homme. Si vous mangez les viandes de porc sont vérifiées aux abattoirs. Viande de sanglier, non. Donc si vous mangez du sanglier, cuisez bien la viande. Parce qu'il y a la trichinose à tous les coups. Souvent. Et une autre maladie génétique, une autre maladie virale qui s'appelle la maladie d'Ojeski, qui est une plaie dans les élevages, qui arrive par les sangliers. Les limites économiques, ça c'est encore autre chose. On vit dans un monde ouvert. Plusieurs éléments. Premier point de discussion, le Mercosur. Les éléments de discussion pour les échanges entre les produits animaux et végétaux d'ailleurs, d'Amérique du Sud, et puis l'Europe. Alors c'est beaucoup plus compliqué que de dire, bon d'accord, on échange des bagnoles allemandes contre de la viande argentine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des considérations géopolitiques, d'armement en ce moment. D'autres produits pharmaceutiques, etc. C'est un deal de folie. Autre élément de réflexion, la géopolitique au sens dur du terme. 2014, Poutine envahit la Crimée. François Hollande lui dit, t'as envahi la Crimée, je ne te vends plus mon porte-avions nucléaire. Poutine répond, à François Hollande, tu ne me vends plus ton porte-avions nucléaire, je ne t'achète plus ton lait de vache et tes porcs, ta viande de porc. Total 2015, crise de l'élevage laitier français et de l'élevage porcin, avec des éleveurs qui viennent pour manifester, et à juste raison, à juste titre. Et à ce propos-là, d'ailleurs, je me permets de dire quand même que l'éleveur qui vend son lait à Lactalis à Danone, il est totalement tributaire du contexte économique et géopolitique mondial. Et il fait du lait à gogo pour avoir le plus de lait. Donc il y a des mammites. Un éleveur en Auvergne qui fait pâturer ses vaches, Montbéliarde, il ne les pousse pas avec des concentrés ou des sojas, etc. Il n'est pas à 12 000 litres de lait, mais à 6 000. Il a 0 mammites. Et au final, son lait, il le garde et il fait du Saint-Nectaire, qu'il vend au prix qu'il veut. Ce n'est pas les mêmes modèles, du tout. Autre élément de contexte, il y a beaucoup de peste porcine africaine actuellement en Chine. Là, les éleveurs porcins, là, on n'entend pas parler parce qu'ils vendent très Enfin, dernier élément de contexte, un géopoliticien et économiste brésilien francophone a un jour dit, au cours d'une conférence sur l'élevage, la France, c'est quoi? C'est ça. La France, c'est quoi d'ailleurs dans le monde, à votre avis? Le luxe, Cartier, LVMH, Hermès qui a doublé LVMH en capitalisation boursière hier ou avant-hier. C'est deux concurrents. Le LVMH est plus gros. C'est la gastronomie, la haute couture. C'est tout ça la France. C'est la qualité de vie, la culture. La culture en France, c'est le pétrole de la France. Bref, premier pays, destination touristique.
Et il disait, ce serait bien que vous réfléchissiez à devenir l'épicerie fine du monde. L'épicerie fine du monde. C'est un concept à garder, je pense. Mais il faut faire une réflexion. Il faut vraiment réfléchir à, OK, mais quels produits français seraient acceptés en Chine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., etc. Les Américains n'aiment pas le foie gras. Ils n'aiment pas les fromages français qui puent. Ils aiment bien la vache qui rit. Bon, c'est pas pareil, hein, c'est pas les mêmes produits. Voilà. Mais il y a une thèse vétérinaire qui est actuellement en cours là-dessus, sur ce sujet-là. Quels marchés mondiaux voilà, pour vendre. Et les limites éthiques et sociétales. Cette mutation dont on a parlé tout à l'heure, qui augmente la production laitière chez la brebis, mais brebis, c'est les brebis la côte qui font du roquefort, mais qui en même temps font souffrir les brebis avec des intrants vétérinaires à cause des mammites. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé la mutation qui aboutit à plus de lait et plus de mammites. Les Français ont éliminé la mutation. Quand on parle d'éthique, c'est pas un truc, c'est pas de la morale l'éthique, hein. C'est juste une considération mentale, humaine et sociétale qui diffère selon l'histoire. À quel moment hein, l'éthique des médecins, chercheurs, dans les années du XVIIe siècle, il n'y avait pas d'anesthésie, ils ouvraient les bestioles pour savoir ce qu'il y avait dedans, évidemment dans des souffrances absolument énormes, sauf qu'à l'époque, l'espérance de vie, c'était 30 à 40 ans. Donc maintenant, on a évidemment la conscience de l'anesthésie, etc., etc. L'éthique des Chinois actuellement en 2025, c'est de continuer à produire plus de lait, tant pis si elles souffrent, les brebis. Et le contexte mondial de compétition, il est aussi là-dedans, parce que nous, on n'a pas les mêmes conceptions éthiques. Autre chose, ces animaux-là, qui vivent évidemment dans des conditions plus naturelles, eh bien, dans ces conditions-là, il y a toujours un bouc émissaire, une poule qui va être le bouc émissaire et qui va être piqué et battu, voire tué par ses congénères. Dans ces conditions-là, non. C'est comme ça. Qu'est-ce qui vaut mieux? Quant à ces considérations, là, une vache qui culard, elle est obligée, on est obligé d'extraire le veau par césarienne. Sinon, c'est impossible. Donc, on aboutit ici à des conceptions entre les éleveurs, les pratiques, sélectionneurs, conformation, etc., à des conceptions qui sont complètement liées, intriquées. Et on est dans un monde où on est un peu prisonnier de notre passé et de nos habitudes. Et c'est très compliqué de séparer les deux. Quand on est habitué à de la viande tendre et maigre, cularde, un copain, un collègue belge vous dira ben, je suis obligé de mettre de la mayonnaise, sinon ça n'a aucun goût. Total, maintenant j'ai un gros ventre. Voilà. Les impacts positifs de l'élevage, c'est qu'on a globalement diminué le coût de l'alimentation lié à l'élevage. Mais par contre, les impacts négatifs, baisse de la robustesse, bien-être compromis des animaux, maladies chroniques, parce que malbouffe, production animale intensive, impact environnemental majeur, antibiorésistance, etc., etc. Vous le connaissez tout ça. Alors, est-ce qu'on fait un traitement étiologique ou symptomatique? Traitement étiologique, on va casser le mal, on limite le progrès, on introduit la longévité, la robustesse, la fertilité, on exploite la variabilité. Traitement symptomatique, on continue à mettre des antibiotiques, donc on met la poussière sous la moquette, hein, en gros. On peut traiter des poulets avec de la metformine. Metformine, c'est un produit que certes les gens qui souffrent d'un diabète de type 2 prennent tous les jours avant un repas. Bon, et ça, ce sont des traitements symptomatiques qui font mal. Voilà. Et quand on ne veut pas avoir les problèmes à traiter, ça fait mal. Sauf que quand on fait ça, le mal, on essaie de le cacher, il revient, et ça a un nom. Ça a un nom. J'étais moins fier de ce jeu de mots il y a 6 mois, maintenant je suis de nouveau un peu content de ce jeu de mots, un peu stupide, mais bon. En gros, ça peut nous venir à travers la figure, quoi. Et juste pour dire qu'une civilisation, enfin, Malraux disait que, en gros, il faut regarder les questions en face. Il faut être lucide. Voilà, et je pense toujours à mon grand-père qui m'a élevé. Après la mort de mon père, j'avais 8 ans, il nous a emmenés voir mon nom et personne, et je voyais Terence Hill, le héros, manger des haricots, et j'ai demandé à ma grand-mère, peux-tu me faire des haricots ce soir en rentrant de Bordeaux? Voilà.
Donc je pense à mes grands-parents. Et juste cette thèse vétérinaire, enfin ces 2 thèses vétérinaires que j'ai eu la chance de diriger il y a maintenant en 2 ans, juste, ces 2 étudiants merveilleux ont fait un bilan. Ils ont mis en place 5 scénarios. Scénario 1, l'intensification marquée, le plus marqué possible. Le scénario 5, vegan, plus d'élevage. Et puis, les scénarios agroécologie, intensification durable, écologie intensive, avec à chaque fois, eh bien, des choix de société. Et c'est un choix qu'on doit faire. Un choix de société ou un choix de 2 sociétés. Pour le moment, on est là actuellement en France. Voilà. Et alors, je vous envoie, si vous voulez, à qui s'intéresse à ça, toutes les diapositives liées à ça, le PDF de la thèse, si ça vous intéresse. Je l'envoie aux organisatrices, je vous l'enverrai. Et juste pour vous parler, de vous dire que là-dedans, en toile de fond de tout ça, il y a le concept, la notion de mort. La mort, d'abord la mort des humains, très très discutée à l'Assemblée nationale et à l'Académie de médecine, et la mort de l'animal également. En particulier, Dieu sait qu'il est immortel, l'homme sait qu'il est mortel, c'est le plafond de la chapelle Sixtine ici. L'homme sait qu'il est mortel, et la vache, elle en sait quoi? Voilà. Je vous remercie. Merci. Je sais pas, ça fonctionne? Oui, merci Philippe pour cette présentation vraiment très intéressante. Et on va vous passer le micro. Si vous avez des questions, vous élevez la main. Et C'est un topo que je fais en 3 quarts d'heure d'habitude. Je suis vraiment désolé d'aller très vite. Parce que j'ai un train à prendre à 13h21. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je vais faire juste, rebondir sur une remarque que vous avez faite sur l'antinomie entre donc le fait d'avoir faim finalement et puis l'aspect reproducteur. Je fais le parallèle par rapport au monde sauvage, aux histoires de territoire pas occupé par les animaux et finalement les politiques actuelles de chasse par exemple, qui veulent que, par exemple, on va prendre l'exemple des renards. Le fait de tuer énormément de renards en France, moi je vois ça depuis les années 70, depuis la rage, on tue 500 000 à 1 million de renards par an, il y en a toujours autant, et on voit bien qu'il y a un auto-équilibrage de la population, voilà, qui suivent, tant qu'il y a de la nourriture, qu'il y a des espaces libres, ils font plus de petits, et quand tout est occupé, ils en font moins. Et on voit ça également donc, dans la politique actuelle de gestion des sangliers, où on les nourrit tout l'hiver avec de l'agrainage. Ils n'ont jamais faim et ils se reproduisent à fond la caisse, et il y en a toujours autant et de plus en plus. Donc voilà, c'est amusant de voir que tant que les animaux n'ont pas faim, ils se multiplient pour atteindre les limites de ce qu'il y a à manger, quoi. C'est assez logique dans un sens. Puis les sangliers ne sont pas limités par le nombre de glands dans les forêts à chêne. Hein. Ils ont à manger. J'ai vu en stage dans mon laboratoire, en Master 2, une jeune femme, elle m'a raconté que quand elle s'est entraînée énormément pour être championne de France de 400 mètres haies, l'année où elle s'est entraînée beaucoup, donc elle dépensait 6 à 7 000 kilocalories par jour, elle me dit j'avais pas besoin de prendre la pilule, je ne voulais pas, quoi. Voilà. Autre question? Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport à quel est l'état actuel de la réflexion par rapport à la démographie mondiale. Je pense depuis Malthus, ça a beaucoup évolué. On pensait que c'était qu'il avait raison, puis 100% tort. Quand on met en parallèle le fait que peut-être qu'on consomme, je ne sais pas, 2 fois plus ou 3 fois plus de viande qu'il y a 100 ans, mais en parallèle, on est peut-être 7 fois plus sur Terre. Dans vos milieux, on en est où de cette réflexion-là? Vous avez 4 heures. Il y a les politiques malthusiennes, évidemment, visaient à ne pas trop augmenter la population humaine, évidemment. La consommation, juste un point, la consommation en viande, etc., n'est pas du tout, l'évolution n'est pas du tout la même entre les pays occidentaux comme la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Chine, même l'Inde. Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous, et eux, ils continuent d'augmenter leur consommation. Nous, on la baisse progressivement. Voilà. Et encore, ça dépend des filières. On continue à consommer un peu plus de viande de volaille et beaucoup moins de viande de bovine.
avec un élevage bovin qui se casse la figure progressivement. Hein. Enfin, il y a de moins en moins d'élevage, de moins en moins d'animaux. Mais c'est une question qui est tellement vaste que ça prend au moins 1 heure. 1 heure. On prend une dernière question. Je pense, Il y a une question là. Ah, bonjour, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi j'ai une toute petite question sur peut-être un point technique, mais vous avez dit que d'un point de vue sanitaire, lorsque les animaux sont parqués en grand nombre, on arrive à mieux contrôler, alors que lorsqu'ils sont parqués en plus petit nombre et donc avec le côté très romantisé de la campagne, on a quelque chose qui est moins contrôlé. Comment est-ce que vous expliquez cette différence-là? Parce qu'au mètre carré, en campagne, lorsqu'on fait de l'agriculture raisonnée, la propagation des maladies devrait être moindre. Alors, en race campagne, pour les élevages en liberté ou semi-liberté, c'est jamais en liberté quoi, c'est toujours en semi-liberté. Le nombre de parasites, les intrants parasitaires, on ne peut pas les maîtriser. C'est très compliqué, on est obligé de traiter les animaux. Donc bon, on accepte. Hein. Moi, quand j'étais étudiant, les bovins qui revenaient des estives au mois de octobre-novembre, il fallait les déparasiter systématiquement. On ne regardait même pas s'il y avait de la douve, on déparasitait avec de l'ivomec. Ce qui est vrai, c'est que le taux de contamination, c'est la densité au carré. Si jamais en bâtiment fermé, il n'y a quasiment aucun, très peu de risque qu'un moineau porteur d'un virus d'un grippe aviaire vienne contaminer. Par contre, un véto qui arrive dans un élevage en semi-liberté, pour lequel il y a 1 ou 2 poules qui sont porteuses, après il va dans un autre élevage intensif, là par contre ça peut flamber de vitesse VV'. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une exposition en élevage semi-liberté et une contamination beaucoup plus rapide en élevage intensif, bâtiment. Ouais, la primo-infection, elle est moins probable. Comment vous dites? La primo-infection, enfin en tout cas l'exposition première. En bâtiment, ouais, elle est moins probable. Ouais. Mais la contamination, elle est fulgurante. Ouais. Et on a des élevages complets en l'espace d'une demi-journée parce qu'on a trop peur, quoi. Mais c'est pareil pour Newcastle, c'est pareil pour des maladies virales des espèces avicoles qui peuvent se développer très fort. Mais vous voyez, les canards gras élevés en semi-liberté, c'est eux qui payent le tribut des grippes aviaires. Alors maintenant, on va les vacciner. Ouf. Il y avait une dernière question là-bas, je crois. Il me semble, oui, c'est ça. Merci. C'est sur le coût, sur tout ce qui est économique autour de ces différents types d'élevage. Est-ce que justement l'apparition ou la gestion des maladies, par exemple, et tout ça, est-ce qu'il y a une étude qui montre qu'un type d'élevage va coûter moins cher ou plus cher? Qui permet d'évaluer, parce que des fois, par exemple sur l'élevage intensif, c'est ce qu'on va nous dire, c'est parce que ça coûte moins cher. Mais est-ce que c'est réellement le cas ou pas, au final? Alors, c'est une très bonne question. Et la question est tellement d'actualité qu'il y a une thèse actuellement d'université, une thèse en 3-4 ans, qui est en cours là-dessus, et qui modélise. Les thèses vétérinaires que j'ai pilotées, ça ne modélisait rien du tout. Ça expliquait, proposait les scénarios. Mais on n'a calculé aucun. On a fait des abacs, quoi. La thèse universitaire en cours, c'est pas moi qui pilote la thèse, eh bien, elle vise justement à modéliser l'ensemble de ces caractéristiques, dont les caractéristiques économiques, pour mettre en balance les aspects environnementaux, dont je vais parler aujourd'hui, mieux en bâtiment qu'à l'extérieur, c'est comme ça. Il vaut mieux pour les humains vivre dans des appartements et des cages à poules que dans des maisons individuelles, qui est une catastrophe écologique. Donc ça modélise l'ensemble des aspects dont je vous ai parlé, voilà, dont les aspects économiques. Voilà. Je ne vais pas répondre à votre question parce que c'est en cours. Ah, allez. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir une vision un peu plus large, intégrer l'élevage et tout ça, mais sur une sorte d'état généraux pour voir effectivement les impacts écologiques, tout le reste, intégrer tout ensemble de façon à ce que la science même aide... L'exposé que je vous fais, il intègre la plupart des... Bon, là, en 25 minutes, mais je n'ai pas parlé des aspects environnementaux, je vous ai parlé des aspects biologiques, des aspects sanitaires, des aspects éthiques et sociétaux, des aspects économiques, dans un contexte géopolitique. C'est excessivement compliqué. Mais oui, il faut faire ça. D'où la thèse d'université qui est en cours. On en est à la première année, je crois. Donc dans 2 ans, 3 ans, il y aura des conclusions. Les 2 thèses vétérinaires que j'ai pilotées, j'ai envoyé le PDF, les PDF à Philippe Mauguin, qui est PDG de l'INRAE. Il a redescendu le texte à un groupe chargé de discuter des financements de projets sur l'agriculture durable.
Voilà. Donc tout ça, c'est en cours. Et c'est une deuxième question, je suis arrivé un peu en retard, peut-être que vous en avez parlé, mais vous avez parlé aussi des aspects transgéniques et tout ça des animaux ou... Oui, j'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est alors déjà, les OGM sont interdits, ce qui est probablement une aberration en Europe, mais deuxième chose, il y a très très peu de caractères qui sont dits gouvernés par un seul gène. Très peu. La reproduction, non, le comportement encore moins. Donc, on ne connaît pas les interactions entre les gènes, ça on ne les connaît pas. Le chercheur biologien génétique qui va vous dire, je connais bien les interactions entre les loci, c'est que c'est au mieux un fumiste ou un menteur, au pire un inconsistant. Un inconsistant quoi. Donc on ne connaît pas les interactions, on ne sait même pas quel loci il faudrait toucher. Vous voyez ce que je veux dire en termes de caractéristiques polygéniques qui couvrent 98% des caractères d'intérêt d'élevage. Merci, je pense que je stoppe les questions parce que sinon vous allez perdre votre train. Mais merci encore pour cette conférence super intéressante. On remercie notre speaker. Et simplement, je remercie aussi le public et je vous dis que nous allons avoir la semaine prochaine cette conférence sur le site Giant and Replay. Également, le prochain rendez-vous Midi by Giant, c'est vendredi 6 juin. Et nous avons le plaisir d'accueillir Rebecca Wild, team leader à l'Institut de biologie structurale. Et sa conférence va être en anglais. Et ça va être sur la thématique des glycoaminoglycans. From sweet chain to complex role. Vous allez trouver plus d'infos sur le site internet de Giant. Et en tout cas, nous vous donnons rendez-vous en bas. Donc nous avons un petit poste café au rez-de-chaussée. Voilà. Merci pour votre présence et bonne continuation. Je t'ai dit poste café parce qu'apparemment elle a oublié les gâteaux. Oui, oui.